Bonjour à tous, bienvenue à Magistral, la première classe ouverte télévisée de Chine. Je suis votre hôte, Sabening. Soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à nos 4 jeunes curieux présents sur notre plateau et à la centaine d'internautes qui nous suivent en direct. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui m'est à la fois familier et inconnu. Quand on regarde l'actualité, en particulier celle du secteur de la technologie, il en est question presque tous les jours, les puces. Et maintenant, le secteur est devenu le principal champ de bataille scientifique et technologique sur lequel s'affrontent les grandes puissances. Les Chinois peuvent-ils fabriquer des puces intelligentes? Grâce à elles, à quoi ressemblera le système informatique intelligent du futur? Quelqu'un a donné une réponse. Notre invité d'aujourd'hui est le plus jeune scientifique à venir sur notre plateau en plus de 10 ans d'émission. Des applaudissements pour accueillir Cheng Yunji, directeur adjoint et chercheur de l'Institut de technologie informatique de l'Académie chinoise des sciences. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur Chen. Par ici. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir. Je pourrais vous appeler Petit Chen. Vous êtes né en 1983. Oui, c'est ça. Je suis né en 1976. Ici, tout le monde m'appelle encore Petit Ça. En lisant votre CV, je ne vois pas de quoi je me vanterai devant vous. Vous êtes trop modeste. Il a bouclé le programme de mathématiques de l'école primaire en CE2 et a obtenu son diplôme à l'âge de 9 ans, n'est-ce pas? Diplômé du primaire à 9 ans, il a ensuite bouclé le programme de mathématiques du collège. À 14 ans, il a entamé ses études supérieures en entrant dans la classe junior de l'Université des sciences et technologies de Chine. À 24 ans, alors que j'étais en deuxième année de thèse, il avait déjà obtenu un doctorat. À 25 ans, il est devenu le principal architecte du processeur Longson 3 à 8 cœurs. Je pense que c'est un parcours qui sort complètement de l'ordinaire. Pour moi, tout s'est passé naturellement. Vous voyez, il commence à se vanter. Sortez vos cahiers, notez le premier mot-clé, normal. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec mes parents. Ma mère est enseignante et mon père ingénieur. Ils ont toujours voulu que je travaille dans les sciences. Est-ce lié à un intérêt personnel? Pour certains enfants, avoir des parents, voire même des grands-parents enseignants, n'a pas d'utilité. Cela dépend aussi du talent de l'enfant. Cela m'intéressait, c'est sûr. Notez le deuxième mot-clé, un intérêt certain. Enfant, j'étais assez petit de taille et je n'étais pas doué pour sortir me bagarrer. Donc je ne pouvais que lire des livres. Parlons maintenant du sujet dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir les puces intelligentes. Comme j'ai étudié les sciences humaines, je pense que l'intelligence et l'intelligence artificielle seront toujours connectées, n'est-ce pas? Mais les puces utilisées dans le secteur de l'intelligence artificielle sont-elles appelées puces intelligentes? Pas tout à fait. Les puces développées et conçues pour l'intelligence artificielle sont généralement appelées puces d'intelligence artificielle. Il s'agit de puces adaptées au secteur de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc par exemple, chez moi, il y a une sorte de machine intelligente qui nourrit les chats. Elle contient certainement une puce, mais on ne qualifie pas celle-ci d'intelligente. Si elle n'a pas été entièrement adaptée à l'IA, alors probablement non. C'est peut-être une puce ordinaire, elle est peut-être capable d'accomplir différentes tâches. Laissez-moi vous donner un exemple. La puce intelligente est un peu comme un couteau de cuisine, utilisé spécialement pour couper les légumes. Le plat est l'intelligence artificielle. Ainsi, dans le système intelligent destiné à nourrir vos chats, si la demande de traitement par l'intelligence artificielle n'est pas élevée, un processeur permet d'accomplir ces tâches. Prenez par exemple les téléphones mobiles qu'on utilise maintenant. Ils doivent effectuer de nombreuses tâches de traitement par intelligence artificielle. Par exemple, lorsque vous prenez des photos, il vous donne le choix du mode de prise de vue, y compris les fonctions retouche automatique. Voilà pourquoi je trouve que mes photos prises récemment sont meilleures. C'est de mieux en mieux. Les portables sont de plus en plus intelligents, ça n'a rien à voir avec moi. Vous êtes aussi peut-être devenu plus beau.
Il détecte automatiquement la lumière ambiante et ajuste les paramètres les plus appropriés. Oui, comme l'obturateur, le diaphragme. Il y en a encore beaucoup d'autres, comme la méthode de saisie vocale ou la super résolution quand on envoie des photos. En fait, beaucoup d'opérations de traitement par intelligence artificielle sont effectuées dans nos smartphones. Ainsi, les appareils d'aujourd'hui ont tous des puces intelligentes intégrées. C'est aussi le cas pour les serveurs. Pour votre venue à notre émission d'aujourd'hui, notre équipe a conçu quelques propositions clés pour vous définir en fonction de votre parcours unique et de votre domaine de recherche. Voyons si cela correspond à la description que vous vous feriez de vous-même. Frère à facettes. Cela fait référence à quelqu'un d'autre dans votre vie. Oui, j'ai aussi un frère cadet. Quelle est la différence d'âge? Il a 2 ans de moins que moi. Nous avons tous deux étudié en premier cycle dans la classe junior de l'Université des sciences et technologies de Chine. Pour l'émission d'aujourd'hui, si vos parents étaient ici, on ferait encore plus d'audimat. J'ai entendu dire que votre frère avait étudié l'intelligence artificielle. Oui, je faisais de la conception de puces et lui de l'intelligence artificielle. Ensemble, nous n'avions rien d'autre à faire, mais c'est précisément grâce à cette coïncidence que nous avons pris cette direction un peu plus tôt que la plupart de nos homologues étrangers. C'est donc aussi le destin. Ce n'est pas seulement le destin des liens du sang. Ce qui est encore plus important, c'est que professionnellement, 2 personnes ont trouvé une nouvelle direction. À l'époque, le magazine Science les a alors qualifiés de pionniers et de leaders reconnus. Chacun des 4 jeunes curieux présents ici aujourd'hui a des questions en lien avec les définitions clés à vous poser. C'est maintenant à votre tour. Depuis petit, j'ai toujours pensé que la première place était la meilleure, qu'il s'agisse des études ou du sport. Il fallait rivaliser pour être le premier. Quand j'ai réalisé un rêve en arrivant à l'université de Pékin, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul comme ça. Oui, qui ne voudrait pas être numéro 1? J'ai toujours pensé que ça allait de soi jusqu'à ce que je vois cette phrase. Mon Dieu, j'étais perplexe. Ne cherchez pas à être le premier. En fait, il y a beaucoup de jeunes comme nous qui font tout pour être les premiers aux examens, pour avoir la première place. Mais beaucoup de génies ont dit non, ne vous évertuez pas à être le premier, ça n'a pas d'intérêt. Par conséquent, en mon nom, mais aussi pour les jeunes comme moi, je voudrais demander pourquoi. Il s'agit d'une épigraphe du professeur Shuying Shenchern pour la classe junior. Elle dit « Ne cherchez pas à être le premier ». C'est faire de l'EHPAD, je trouve. Ne cherchez pas à être le premier. Je pense que c'est vraiment important pour nos étudiants, en particulier pour les meilleurs des meilleures universités. Pour autant que je sache, quand ils entrent dans de prestigieuses universités, beaucoup d'excellents bacheliers ont réellement besoin de changer leur manière de penser. Surtout les enfants de la classe junior, ce sont tous des prodiges. Si on réunit dans une classe 50 surdoués, il y en aura forcément un qui sera le dernier et un autre qui sera le premier. Il y aura toujours un premier et un dernier. Mais d'un autre côté, les chercheurs sont liés aux résultats de leurs examens, mais ce n'est pas exactement la même chose. De bons examens ne font pas forcément un bon scientifique. Oui, en un sens, si vous voulez obtenir 70 ou 80%, vous n'aurez peut-être pas besoin de déployer énormément d'efforts. Mais si vous visez les 100%, alors vous devez vous démener. Si vous disposez de tout ce temps, vous pouvez plutôt le consacrer à des choses qui vous intéressent,
que ce soit les sciences, la littérature, l'art ou le sport. Ainsi, vous en récolterez davantage de bénéfices dans la vie. Il ne voulait pas dire « ne soyez surtout pas premier aux examens », mais « ne courez pas après la première place Oui. ». En fait, M. Chen voulait que les jeunes se débarrassent d'un fardeau psychologique. D'accord, merci à vous deux. Voulez-vous nous présenter ce jeune homme? Tout à l'heure, je les ai regardés tous les deux, j'étais un peu troublé. Bonjour à vous deux, je m'appelle Li Shetian de l'Université de Pékin. Vous trouvez qu'on se ressemble? Je me disais, ces deux-là doivent être frères. Je m'approche, vous verrez mieux. Mettez-vous côte à côte. Ils portent des vêtements différents. Ils sont jumeaux. Li Shetian, Li Shekun. Qui est l'aîné? Moi. C'est logique, on le déduit à partir de vos prénoms. Nous avons écouté l'expérience de collaboration entre le professeur Chen et son frère, et cela nous a profondément touchés. Oui, parce que quand on était étudiant de premier cycle, on a aussi essayé de créer une entreprise. Il me poussait à le faire. À l'époque, je voulais faire un projet de partage de connaissances sur le campus. Moi, je trouvais que le marché était déjà saturé et que ce n'était pas très viable. Je l'ai quand même convaincu. En fait, il m'a forcé la main. Finalement, ce fut un échec. Si je n'avais pas été son frère, je ne l'aurais pas rejoint. Monsieur Chen, j'aimerais avoir vos conseils. Je sais que vous et votre frère avez coopéré pour développer des processeurs intelligents. Comment cela s'est-il passé? S'il n'avait pas été votre frère, auriez-vous quand même choisi de continuer à travailler avec lui? Avez-vous fait équipe tout de suite ou a-t-il fallu beaucoup d'efforts pour vous convaincre l'un l'autre? Je me souviens qu'on s'est tout de suite bien entendu. À l'université, on voulait faire un ordinateur intelligent. On avait ce désir en nous. Donc on a fait tout de suite équipe. Cependant, quand on fait des recherches ensemble, il est inévitable qu'il y ait des différends et des conflits. Mon frère et moi, on se battait souvent en cas de désaccord. On se querellait beaucoup quand on était enfant. Pas étonnant que vous ne sortiez pas, c'était inutile. Oui, on se disputait à la maison. Vous aviez déjà votre dose d'émotions fortes. Mais pendant notre coopération, j'ai senti qu'on était un enseignant l'un pour l'autre. C'est parce que je m'occupais du matériel et lui des algorithmes. La plupart du temps, il était pour moi comme un professeur. Il m'a rapidement fait comprendre quel type d'algorithme relevait du domaine de l'intelligence artificielle. Où est l'avant-garde? Où sont les opportunités? Ce n'est pas ce qu'on peut trouver dans les manuels scolaires. Inversement, c'était la même chose. Je faisais des puces. Ainsi, grâce à moi et à notre laboratoire, il a progressivement appris en quoi consistait leur processus de développement. En apprenant les uns des autres, chacun est plus complet en termes de capacité de recherche et devient plus fort. Dans un sens, c'est principalement grâce à cet apprentissage mutuel que des accomplissements ont été réalisés dans nos domaines respectifs. Mon milieu est celui du matériel informatique. Mais comme j'ai acquis de nombreuses connaissances auprès de lui, je fais aussi beaucoup de recherches sur les algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Mon frère, quant à lui, apprenait l'algorithmie pendant ses études. Après avoir travaillé avec moi, il avait une meilleure compréhension de la conception des puces. Il va maintenant fonder une entreprise de puces et même entrer en bourse. Vous voyez, deux frères coopèrent, mais pour se débarrasser de l'autre dès que possible. Chacun collabore sans se cantonner à sa spécialité, mais en apprenant tranquillement tout ce que c'est l'autre. Quand c'est fait, ils se disent au revoir. Chacun va faire des choses dans son coin. C'est pour se débarrasser de l'autre. En fait, c'est génial, votre capacité d'apprentissage. C'est vraiment admirable. Vous vous battez encore tous les deux? Lors du dernier conflit, on ne se battait déjà plus. Donc j'ai changé de méthode pour le convaincre. Merci, Monsieur Chen. Reprenez votre place. Je suis un étudiant au laboratoire de Monsieur Chen, donc quelqu'un de son équipe. Pourtant, vous faisiez semblant de ne pas le connaître. J'ai apporté quelques photos. Derrière chacune se cache une histoire très intéressante sur Monsieur Chen.
Ce sont des dessins sur la première? Je m'en rappelle, parfois on terminait nos expériences le soir et je jouais à des jeux de société avec les étudiants. Des jeux. Il arrivait qu'à 10-11 heures du soir, on se fasse encore 1 ou 2 parties avant de rentrer. Apparemment, les expériences ne vous fatiguaient pas tant que ça. Vous ne vous êtes donc pas toujours donné à fond? Notre ordinateur avait une caractéristique. Quand un programme était lancé, on devait attendre le résultat. Pas besoin de rester assis à surveiller. Exactement. Par exemple, après avoir conçu une puce, on devait procéder à des vérifications, puis écrire un programme de test. Parfois, il fallait 1 jour ou 2 pour exécuter le programme et savoir si la conception était bonne. Si on découvrait une erreur, on devait immédiatement modifier. Quelqu'un devait être présent pour surveiller. Pendant ce temps, on jouait à des jeux pour nous détendre un peu. La deuxième, ça doit être un numéro de dortoir. C'est un appartement de thésard. C'est un appartement de thésard. C'est exact. De quel genre d'histoire s'agit-il? Je crois deviner. Je recrutais des étudiants de 3e cycle, à peu près comme mon directeur de thèse l'avait fait avec moi. On aime souvent recruter des étudiants avec des caractéristiques. Par exemple, certains étudiants sont très intelligents, mais ne sont pas forcément très disciplinés. Je vis aussi sur le campus. Parfois, sur le chemin du travail, je passe au dortoir. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Vous vous chargez de visiter les chambres des thésards? Rarement. Je vous imagine frapper à la porte et dire « Tiens, je connais ce jeu !» Ce n'est pas la même chose que d'être assis dans un bureau pour discuter de problèmes. Parfois, nous parlons dans le dortoir. Comme entre amis. Oui. Cette photo a été prise par d'anciens étudiants. Professeur Chen, j'ai une autre question. Ne craignez-vous pas de perdre en prestige à cause de trop de familiarité avec vos étudiants? Si vous êtes trop proche, les étudiants n'auront-ils plus peur de vous? À mon avis, quand on fait de la recherche, de l'exploration académique, la peur est au contraire un problème. Il y a beaucoup d'étudiants qui, après des années d'études, peuvent avoir une certaine admiration envers les choses académiques ou envers l'autorité. Lorsqu'on fait vraiment de la recherche, il faut par contre briser cela. Lorsque sur le plan académique, vous vous considérez comme l'égal de votre professeur ou de quelqu'un d'autre, alors vous êtes davantage susceptible de faire des innovations originales. Je pense que M. Chen a raison. Sur la voie de la recherche scientifique, ce que vous devriez vraiment révérer, c'est la science elle-même, pas une personne en particulier. Oui, je pense que le plus gratifiant pour un directeur de thèse, c'est que les étudiants fassent un travail différent du sien et balaient même certaines choses du passé. De ce point de vue, c'est bénéfique pour la formation des talents. Merci. Merci à vous deux. Vous venez de poser des questions. Monsieur Chen en a pour vous également quelques-unes, qu'il trouve relativement faciles. On va tous se prêter au jeu, y compris la centaine de téléspectateurs en ligne. Il faut choisir parmi les propositions. Première question. Alors, fabriquer une puce de 5 nanomètres équivaut à construire combien de routes sur l'épaisseur d'un cheveu? A. 440, B. 4400 ou C. 44 000. Voyons si tout le monde connaît l'échelle nanométrique. Il faut savoir ce que représente un nanomètre. En gros, j'ai déjà la réponse. Très peu de gens ont choisi A. Non, 0. Aucun n'a choisi A. Donc tout le monde doit penser qu'il s'agit d'un très grand nombre. Comment pourrait-il y en avoir que 440? 28% ont choisi B et 72 C.
Votre réponse est? J'ai choisi B. Moi aussi. Pensez-vous avoir mal calculé? C'est probablement parce que j'ai des cheveux fins. Si vous pensez avoir faux, dites-le moi, je suivrai le choix de quelqu'un d'autre. En fait, la plupart des gens ont répondu correctement à cette question. C'est 44 000. C'est exact. En fait, de nombreux gros atomes ont déjà une taille proche d'un nanomètre. Donc 5 nanomètres, c'est très très petit. À partir de là, on comprend également pourquoi c'est si compliqué de concevoir une machine de lithographie ou une puce. Fabriquer 44 000 circuits sur la simple épaisseur d'un cheveu est une exigence dans le domaine de la fabrication de puces. C'est la norme industrielle actuellement. Pour cela, on est confronté à un problème très gênant. La lumière ne va pas en ligne droite. À l'échelle nanométrique, il y a diffraction. Vous avez probablement entendu parler de l'expérience de la double fente. Après le passage des faisceaux lumineux dans des fentes très fines, le phénomène de diffraction apparaît. Cela illustre le fait que la lumière n'est pas exactement une particule. Donc il y a beaucoup de choses à gérer. Je pense que dans un sens, comparé à construire 44 000 routes, C'est un défi encore plus difficile. c'est encore un peu délicat en termes de recherche fondamentale et de défis techniques. C'est une technologie que les gens ordinaires ont du mal à imaginer. Pourtant, les scientifiques chinois y travaillent d'arrache-pied. Deuxième question. Quel est le nom de la première architecture de processeur de deep learning au monde? A. Dianao. B. Electrical Brain. Ou C. Xinpian. Le nom de la première architecture de processeur de deep learning au monde. On dirait qu'A et C sont en pinyin. On ne peut donc pas éliminer les deux propositions, non? Regardons maintenant les réponses. Oh, il y a vraiment des gens qui les ont éliminés. 65% du public a choisi B. Si c'était moi, j'aurais hésité entre A et C. Ces deux propositions ressemblent à une plaisanterie, mais si elles apparaissent de cette façon, ce n'est pas nécessairement une coïncidence. Votre réponse est? J'ai choisi B et j'ai préjugé de votre préjugé. Ah bon, mon préjugé est celui de Monsieur Chen. On cherche tous à deviner ce que les autres pensent. Je ne sais pas de toute façon, alors j'ai choisi B. 32% ont choisi A, 18% ont choisi C, je choisis C. Eh bien, j'annonce maintenant la bonne réponse. C'est la A. Dianao. Je pensais que Xinpian était plus... J'ai conçu cette option à l'époque car cela reflète ce qui s'est passé. Il y a une petite histoire derrière. J'ai effectué ce travail en 2013, à savoir la première architecture de processeur de deep learning au monde. En fait, nous voulions réellement faire quelque chose d'aussi intelligent qu'un être humain, vous savez. Au début, je voulais vraiment quelque chose du genre cerveau électronique. Mais dans notre étude, un collaborateur étranger a dit que ce nom semblerait très banal à l'international et qu'il valait mieux donner un nom chinois. Il fallait donc changer de point de vue. pour que ce soit plus accrocheur à l'étranger. Oui, donc en chinois, cerveau électrique devient Dianao. Dian pour électricité et Nao pour cerveau. Dianao. Oui, c'est finalement devenu Dianao. C'est une histoire tellement intéressante. Plus tard, une série d'articles a été publiée sur nos recherches. Tous les noms étaient en pinyin. Je n'ai réalisé l'impact que cela avait eu sur la propagation de la culture chinoise à l'étranger qu'en 2016 ou 2017, en lisant la revue américaine Communications of the ACM. Dans un article, un professeur de l'université de Berkeley, en Californie, expliquait spécifiquement ce qu'est Dian, Nao, et ce que signifient ces noms en pinyin.
Il a probablement consulté un dictionnaire lui-même. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions diffuser la culture chinoise en faisant de la recherche scientifique. Alors vous devriez baptiser quelque chose Swanpan. Je note votre suggestion. Jiuzhang Swanshu. C'est noté. Donc quand vous parliez, je voulais vraiment dire ceci. Ne visez pas l'international en pensant qu'il faut forcément un nom anglais. C'est une question de mode de pensée. N'oubliez pas qu'au début de cette émission, j'ai dit que du fait de leur réalisation, M. Chen et son équipe avaient été qualifiés de pionniers et leaders reconnus par le magazine Science. Donc dans ce domaine, les scientifiques chinois ont laissé notre manière de décrire et de nommer. N'oubliez pas que l'architecture du premier processeur d'apprentissage profond au monde s'appelle Diannao. Mais ce que nous venons de couvrir n'est qu'une partie très superficielle de votre travail de recherche. Le moment est venu d'écouter votre discours dans lequel vous allez nous parler des puces intelligentes et du monde merveilleux que vous et votre équipe voulez créer. La parole est à vous. Le processeur est la puce responsable des calculs et du contrôle dans l'ordinateur. C'est le noyau de l'ordinateur et un support matériel central pour toute la société de l'information. Je travaille dans ce domaine depuis 2002, lorsque je suis arrivé à l'Institut d'informatique. Dans un certain sens, le processeur est devenu un vieil ami qui m'accompagne depuis 20 ans. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour raconter cette vieille amitié. En 2002, j'étais encore étudiant en premier cycle à l'Université des sciences et technologies de Chine. Ma spécialité était l'informatique. Je savais déjà que la puce la plus centrale et la plus importante d'un ordinateur était le processeur, qu'on appelle aussi unité centrale de traitement. À l'époque, les processeurs étaient fabriqués par nos confrères étrangers, comme par exemple Intel ou AMD. J'ai alors appris que l'Institut d'informatique de l'Académie chinoise des sciences essayait de développer un processeur à usage général chinois. La marque sera connue plus tard sous le nom de Longson. J'étais très enthousiaste et mon sang bouillait. J'ai donc postulé à l'Institut d'informatique de l'Académie chinoise des sciences dans l'espoir d'intégrer l'équipe de Longson et de participer au processus de développement des processeurs chinois. Bien sûr, cela n'a pas été facile d'entrer dans l'établissement. À l'université, mes résultats aux examens n'étaient pas très bons. Lors de l'entretien pour poursuivre des études de 3e cycle à l'Institut d'informatique, celui qui deviendra mon directeur de thèse, M. Hu Weiwu, a regardé mon relevé de notes. Il a dit « Vos résultats ne sont pas bons, quelle en est la raison ?» J'ai répondu que c'était parce que je jouais beaucoup. Il m'a alors demandé comment je jouais. J'ai dit pas mal. Monsieur Roux est alors allé voir un thésard et lui a demandé d'installer immédiatement un jeu afin de voir comment je me débrouillais. Après la démonstration, il a confirmé que je jouais vraiment bien et qu'il ferait mieux de me recruter. Plus tard, il m'a expliqué son choix. Selon lui, pour faire de bonnes études de 3e cycle, il faut être un diamant brut. Celui qui joue tous les jours sans pour autant atteindre un bon niveau n'a peut-être pas le potentiel en termes de formation. Donc, c'est par hasard que j'ai pu entrer à l'Institut d'informatique et devenir le plus jeune étudiant de 3e cycle de l'équipe Longson. En intégrant cette dernière, j'avais des lacunes pour ce qui était des connaissances de base. Par conséquent, on m'assignait des tâches relativement simples. Par exemple, j'étais responsable de la vérification de modules écrits par des collègues. C'est en cherchant des erreurs dans un module que j'ai finalement compris comment il marchait. Puis progressivement, j'ai saisi le principe de fonctionnement de chaque module dans l'ensemble du processeur, ainsi que le fonctionnement d'ensemble. Dans le cadre de mon travail, s'est produit ceci. Dans le processeur Longson de l'époque,
certains modules étaient sous la responsabilité de M. Hu. Parfois, quand il était parti en mission et qu'on tombait sur un de ces modules en déboguant, on s'arrêtait et on attendait qu'il nous dise comment résoudre le problème. Mais un jour, je n'ai pas voulu le déranger. Je me suis demandé si je pouvais modifier le module de M. Hu pour voir si le processeur aurait toujours un fonctionnement d'ensemble habituel. J'ai donc eu l'audace d'essayer de changer son code. À son retour, M. Hu a dit « Chun Unji, pourquoi ces modifications? Cela ne va pas. » Après cela, mes professeurs et collègues ont progressivement senti que j'avais déjà une certaine compréhension de la conception du processeur. Peu à peu, mon directeur de thèse m'a assigné les tâches plus importantes. Il m'a donné la responsabilité de davantage de modules, et même plus tard, lorsque nous avons conçu le Longson 3, le processeur multicœur Longson 3, il m'a permis d'en être l'architecte principal et de diriger une plus grande équipe pour mener ce projet collectif. La conception de ce processeur multicœur a été un grand défi. Avant, quand on concevait ceux avec un seul cœur, on se concentrait davantage sur ce que faisaient nos confrères dans le monde. En procédant ainsi, de nombreux problèmes se résolvaient naturellement. Mais en 2007, le monde entier s'est mis à se tourner vers le développement des processeurs multicœurs. S'assurer de la bonne conception d'un processeur multicœur, c'est très compliqué. C'est comme quand beaucoup de personnes travaillent ensemble pour accomplir une tâche. De nombreux résultats sont à évaluer. Juger si un processeur est conçu pour fonctionner correctement est une chose difficile. Ni Intel, AMD ni IBM n'avaient complètement résolu ce problème à l'époque. Je me souviens de la période des Jeux Olympiques en 2008. De nombreux instituts universitaires étaient en vacances. J'étais dans une chambre sans climatisation, où je suis resté plus d'une semaine. Même si je transpirais à grosses gouttes, j'avais un environnement plus paisible pour réfléchir à la question. Finalement, la vérification m'est apparue comme un problème très simple, qu'on a résolu étape par étape. Et enfin, nos travaux ont été présentés lors d'un des événements internationaux les plus importants dans notre domaine, le symposium HPCA, International Symposium on High Performance Computer Architecture. C'était aussi la première fois que la Chine y publiait un article. Grâce à ces travaux, j'ai progressivement acquis une certaine confiance. J'ai pris conscience que nous, chercheurs chinois, étions capables de faire plus que simplement suivre nos confrères internationaux pour répéter leurs travaux. Dans le même temps, on peut voir si on peut créer quelque chose de nouveau grâce à nos propres innovations. Donc en 2008, nous avons juste eu une opportunité. C'est mon frère qui est venu à Beijing. Il se trouve que nous avions déjà tous un idéal. Dès le premier cycle universitaire, on avait l'idée suivante. Pouvoir fabriquer un ordinateur très intelligent ou quelque chose du genre pour combiner l'intelligence artificielle et la conception de puces, pour explorer quelque chose de nouveau. Le hasard nous a permis d'être relativement tôt sur la voie dans le monde en termes de conception de puces pour l'intelligence artificielle et peut-être de pouvoir faire quelques innovations originales pour promouvoir la recherche académique internationale et le développement de l'industrie. Mais à l'époque, quand on le faisait, c'était en fait très difficile. Je pense qu'il y a 3 défis principaux. Le premier est technique. Même si un processeur qu'on a conçu ne commet ne serait-ce qu'une erreur sur 1000 milliards dans son fonctionnement, il faut le retirer. Cela peut représenter des centaines de millions de dépenses et de coûts en termes de R&D. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Et pour le processeur qu'on voulait faire à ce moment-là, pour l'intelligence artificielle, nous ne savions même pas quel type était le bon. Sans oublier que nous concevions une puce pouvant fonctionner correctement 1000 milliards de fois, voire plus. Le défi technique était donc immense. Le deuxième était le défi de l'environnement extérieur. À cette époque, non seulement peu de chercheurs chinois étaient engagés dans cette voie,
Mais plus important encore, la communauté universitaire internationale avait quasiment mené très peu de recherches dans cette direction. Le troisième, je pense, est le plus grand défi. C'est celui du cœur. Quand nous avons commencé à travailler dans cette direction en 2008, j'avais l'impression d'être dans une forêt brumeuse. Nous ne savions pas comment nous orienter, ni même si cette forêt avait des limites. Dans tous les cas, nous avions nos idéaux pour la science, et nous voulions être en mesure de faire un travail que personne n'avait fait auparavant. Cependant, un idéaliste, s'il veut réussir, doit aussi être pragmatique à chaque pas. J'étais moi-même un jeune chercheur à l'époque. Nous avions aussi besoin de grandir et de faire vivre nos familles. De ce fait, je consacrais mes jours à assurer ma subsistance et mes nuits à mes recherches. La nuit ou le week-end, à savoir pendant mon temps libre, je m'adonnais à la recherche sur les puces intelligentes. Vers 2012 et 2013, j'ai progressivement commencé à avoir une idée de ce à quoi ressemblerait la machine ou la boîte intelligente que je voulais concevoir à l'époque. Plus tard, on l'appellera processeur de deep learning. Mon objectif était d'utiliser l'un de ces processeurs pour prendre en charge une variété d'algorithmes d'apprentissage en profondeur qui sont maintenant largement répandus pour ce qui a trait à l'image, la parole, la compréhension du langage naturel et même les recommandations publicitaires. Grâce à certaines recherches, nous avons résolu certains des principaux goulots d'étranglement ou défis dans le développement de processeurs d'apprentissage profond. Ainsi, en 2013, nous avons coopéré avec l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, en France, pour proposer l'architecture de premiers processeurs de deep learning au monde, Diennau. Après cela, nous avons développé le premier processeur d'apprentissage profond au monde. Grâce à notre travail, nous avons progressivement montré le chemin, en partant de zéro et en devenant un point chaud dans le domaine de l'architecture informatique dans le monde. Aujourd'hui, nous pouvons constater que plus de 30 pays sur les 5 continents et plus de 200 institutions de renommée internationale ont cité et suivi nos articles antérieurs pour mener des recherches fondamentales sur les processeurs d'apprentissage profond. Pour cette raison, le prestigieux magazine Science a rendu compte de nos travaux et a déclaré que nous étions des pionniers et des leaders. Grâce à nos travaux, nous avons également été vice-lauréats du prix national des sciences naturelles. C'est la première fois que cette récompense est décernée dans le domaine des processeurs dans notre histoire nationale. Bien sûr, je suis peut-être encore plus fier que nos travaux de recherche fondamentale et les applications pratiques. Aujourd'hui, des centaines de millions de smartphones et de serveurs intelligents ont intégré ou appliquent certaines des technologies des processeurs d'apprentissage profond que nous avons présentées. Un jour, les machines pourront nous aider, non seulement dans une variété grande d'activités physiques, mais même à résoudre de nombreuses activités mentales relativement simples. Cela pourrait favoriser une énorme accélération du progrès humain. Un tel développement pourrait être aussi important que l'évolution des grands singes à l'homme. Nous attendons avec impatience ce jour se réaliser dès que possible. Enfin, j'ai un autre message pour les jeunes. Il vient d'un livre que j'aime beaucoup, Les très riches heures de l'humanité. L'auteur, Stefan Zweig, dit que la plus grande chance dans la vie, c'est de trouver sa mission. Je vous souhaite à vous aussi de pouvoir accomplir votre mission. Du moment que vous savez quelle est la vôtre, vous serez en mesure de trouver votre propre bonheur et la paix. Merci, je m'arrête ici. Applaudissons bien fort Monsieur Chen pour son merveilleux discours. J'ai encore en tête plein de détails du discours que vous venez de nous délivrer. C'est comme revoir un film. Oui. Quand on s'engage dans une voie peu empruntée, la question est de savoir si cela a du sens. Ce n'est pas seulement les autres qui me la posaient, mais je m'interrogeais moi-même. Le plus important est d'avoir des idéaux. La centaine d'internautes qui suivent en ligne ont posé des questions intéressantes. Voici l'une d'elles.
D'après vous, lorsque l'on fait des études supérieures, quel est le plus important? Qu'apprend-on en fait? C'est une question très profonde. L'éducation, c'est ce qui reste quand on a oublié ce qu'on a appris à l'école. Je me rappelle que quand j'étais à l'université, mes notes n'étaient pas très bonnes, peut-être parce que je me consacrais trop aux jeux vidéo. Mais rétrospectivement, l'université m'a au moins transmis un esprit scientifique. Cela m'a permis de poursuivre ma mission dans la vie. Je ne me souviens peut-être pas nécessairement des connaissances que j'ai apprises au cours à l'université, comme comment résoudre une équation ou un problème. Mais j'ai toujours conservé cet esprit scientifique. Je pense qu'il m'a laissé une empreinte indélébile. C'est peut-être aussi lui qui a forgé celui que je suis devenu. Je pense surtout qu'à l'université, le plus important est de trouver la voie qui vous convient. Trouvez votre cap et votre mission. Ensuite, continuez vos réalisations en chemin. Continuez à poursuivre votre mission et devenez une meilleure version de vous-même. La chose la plus précieuse que l'école peut vous apprendre est la capacité d'apprendre et la méthode d'apprentissage. Cependant, il est également important de rester simple pour pouvoir apprécier ce que vous faites. Même si je n'y connais pas grand-chose aux ordinateurs, j'ai toujours trouvé que le terme d'architecte est plein de charme. J'imagine quelqu'un qui ne cesse de construire son propre système de connaissances dans cette vie. Et plus celle-ci est riche, plus elle profite au bonheur de tous. Merci. Applaudissez encore une fois Monsieur Chan pour son merveilleux discours. Au revoir et à la prochaine. Merci.